Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 novembre et je souhaiterais rendre hommage à un homme que le président de la République a cité lors de l'inauguration du 80e anniversaire de libération de Strasbourg, M. Marc Bloch. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous ignorent qui était Marc Bloch et pourquoi je le cite aujourd'hui. Marc Bloch était un intellectuel, un historien français qui participa à la création de ce qu'on appelle l'école des annales, c'est-à-dire une école qui, dans l'histoire, s'intéressa plus au peuple, aux faits sociaux, aux faits économiques, aux faits politiques, aux faits idéologiques, plutôt qu'à une histoire purement princière, étatique, monarchique de l'histoire traditionnelle. Marc Bloch a fini sa vie le 16 juin 1944, fusillé par les nazis, puisqu'il était évidemment un opposant au régime hitlérien. Mais si j'en parle, ce n'est pas pour cela, parce que des héros, il y en a eu quelques-uns, et on ne va pas passer notre temps à tous les énumérer, mais Marc Bloch avait un culte, le culte de la vérité. Et je crois que notre époque aurait beaucoup besoin de Marc Bloch. Alors Marc Bloch, le président veut l'emmener au Panthéon. Je ne suis pas sûr que ça lui aurait fait plaisir, lui qui n'aimait pas spécialement les grands hommes, mais qui considérait que tout humain pouvait être grand, même s'il n'était pas célèbre. La vérité. La vérité, voyez-vous, les faits, la raison, l'analyse objective, l'impartialité, se meurent dans notre monde. Et je déplore vraiment tout ce qui se passe actuellement. Je vous ai parlé la dernière fois de la montée du fascisme sur la planète. J'apprends que la Roumanie risque, elle aussi, de basculer dans l'extrême droite sous la présidence d'un homme qui se réclame ouvertement du Troisième Reich. Parce que ne vous y trompez pas, c'est pas l'endroit où on est qui compte, c'est le chemin que l'on suit. Et le chemin que l'on suit actuellement, que suivent les peuples, les mène vers l'abîme, vers la catastrophe, des mauvais sentiments, des haines, des boucs émissaires, de la négation, comme je le disais, des faits, de la négation des droits, de la négation de la science, de la négation de la vérité. Évidemment, le trumpisme en est que la manifestation allergique la plus excellente. Mais nous n'en manquons pas non plus dans ce pays, où j'observe que l'information devient de plus en plus tronquée. On ne dit plus les faits et on caricature les positions des gens pour mieux discréditer toute alternative. There is not alternative pour certains. Ils sont au pouvoir, veulent le pouvoir pour toujours, veulent que leur empire dure 1000 ans et sont prêts à toutes les calomnies et à toutes les déformations, les triturations des faits pour maintenir cela. Je vais vous en prendre des exemples internes en France et des exemples à l'international. En France, que voit-on? La presse va vous dire qu'il y a une crise agricole, que les agriculteurs français ont des problèmes. Attendez, regardez les tracteurs qu'ils possèdent, et l'autre jour, les médias racontaient que le monde agricole partait de Vesoul et allait jusqu'à Strasbourg devant le Parlement européen pour protester. Oui, 20 tracteurs. 20 tracteurs. On voit des commandos qui ont muré l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. C'est un organisme scientifique qui n'est pas un organisme polémique, politique ou tout ce que vous voudrez. Bon, combien était-il? 70, 80. Des commandos de Nervi attaquent dans nos régions les locaux de France Nature Environnement ou les locaux de l'Office français de la biodiversité. Des tonnes de lisier sont déversées devant les préfectures ou divers organismes publics. Et même certains pendent des sangliers morts aux grilles des préfectures. Combien sont-ils? À l'époque où le monde agricole remuait le plus, en février dernier, ils étaient 10 000. 10 000 à protester. Là, ils sont quelques centaines. Et il y a, face à tout cela, une complaisance, tant dans les médias, qui ne relatent pas les faits et qui ne relatent pas la vérité des faits,
que dans les autorités qui laissent faire, parce que la police laisse faire toutes ces exactions, et la classe politique fait la danse du ventre devant ses nervis et ses commandos qui ne représentent pas la paysannerie. Il y a 380 000 agriculteurs en France, c'est une minorité maintenant, mais il y en a 380 000 exploitations. Combien sont-ils à protester dans ces manifestations? Une minorité. Une minorité. Et cette minorité est violente et réclame des choses qui sont intolérables. Réclame quoi? Des pesticides, au risque de détruire la nature et de détruire leur santé. Car ce sont eux les premières victimes de Parkinson et des lymphomes que produisent leurs molécules soi-disant phytosanitaires qui sont en fait des poisons, des biocides. Que réclament-ils? De pouvoir araser les haies ou les tailler entre avril et juillet. On a édicté en effet une interdiction de travailler les haies en période de nidification des oiseaux, ce qui est normal. Ils le refusent. Ils refusent tout aménagement favorable à la vie. C'est intolérable. C'est intolérable et personne n'ose le dire, par lâcheté. Par lâcheté. Et les hommes politiques vont qualifier des écologistes qui n'ont jamais rien dégradé, qui n'ont jamais souillé des préfectures, qui n'ont jamais incendié des MSA, qui n'ont jamais muré les portes de qui que ce soit, d'éco-terroristes, alors qu'ils tremblent devant quelques milliers d'excités parce qu'ils ont le syndrome de la jacquerie. Ils se croient encore au Moyen-Âge, ces hommes politiques. Ils sont minables. Ils sont minables, et moi j'ose le dire. C'est la vérité, ce sont les faits. Marc Bloch, toi qui aimais la vérité, où sont les journalistes encore capables de la dire, cette vérité? Où sont les hommes politiques capables d'assumer la vérité des faits? Il faut sauver la nature, il faut sauver la santé publique, il faut une agriculture qui se réconcilie avec le vivant. Il y a des paysans qui pensent comme je pense et comme je parle. Mais ceux-là, on ne les entend pas. On n'entend que ces nervis qui sont violents, qui sont brutaux et qui sont liés à des mouvements néofascistes, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, et d'autres qui sont liés au monde de l'industrie et de l'affairisme agro-business. Personne ne le dit. Donc, si vous voulez, il y a là une lâcheté intolérable. Comment l'État peut-il laisser faire? Comment les hommes politiques peuvent-ils surenchérir? On a même vu un député macroniste, un obscur député, très obscur, et j'espère qu'il le restera. Son nom, je le connais, mais je ne vous le dirai pas parce qu'il ne le mérite pas. Qui préconise que les agriculteurs puissent épandre leurs poisons par des drones. Oui, ça existe, des députés comme ça. Il y en a qui font de la surenchère en se croyant populaires et populistes. Ça me rappelle le temps où les ministres de l'Intérieur et les préfets de Gironde avaient très peur des commandos de chasseurs de tourterelles en mai. Ils étaient persuadés, ces petits ministres et ces petits préfets de Gironde, que si on interdisait la chasse à la tourterelle au mois de mai, il y aurait une insurrection, une révolution. Comme l'a dit l'humoriste, il voyait chez tout médocain un médocon. Il a fallu que les associations fassent dissoudre les comités de braconniers. Et que s'est-il passé? Une jacquerie, une révolution? Le Médoc a fui à sort? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, si tout simplement on voulait appliquer la loi et faire qu'on interpelle ceux qui actuellement font des centaines de milliers d'euros de dégâts, de biens publics, ou qui agressent les associations de protection de la nature, appliquer la loi. Je ne dis pas de faire une répression féroce. Je dis tout simplement de dire que les Français sont égaux en droit. Les Français sont égaux en droit. Un agriculteur n'a pas plus de droit qu'un écologiste qui n'en a pas moins ni plus non plus. Les Français sont égaux en droit. Eh bien, nos ministricules, que je méprise profondément, sont incapables d'assumer les grands principes qu'ils édictent par ailleurs.
Ça, c'est pour l'ordre interne. Et ce qui se passe actuellement est lamentable parce que les associations de protection de la nature, les filiales de France Nature Environnement sont attaquées dans les départements murés, dégradés par des commandos de la coordination rurale, sans que l'État, sans que la police qui est présente, intervienne et se contente d'assister au spectacle. Et même, il y a l'approbation, sous-entendue, des gouvernants. Minable. Au niveau international, ce n'est pas mieux. Que se passe-t-il? Oui, il y a la montée du fascisme dans beaucoup de pays. Il y a cette guerre qui dure depuis 80 ans au Proche-Orient. Cette guerre que l'on aurait pu arrêter si les Américains avaient voulu tordre le bras de l'État d'Israël. Pourquoi? La solution, elle est connue de tous. Elle est évidente. Mais il suffit d'un peu de courage pour l'énoncer. Il faut deux États. Deux États indépendants, l'un ne contrôlant absolument pas l'autre. Deux États qui vivent dans la sécurité et le respect mutuel. Parce que toute population humaine, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de race supérieure à d'autres, il n'y a pas de peuple supérieur à d'autres. Tout être humain a le droit de vivre dans la sécurité. Tout être humain a le droit de vivre dans l'indépendance et la liberté de ses croyances, de ses coutumes, de sa langue. Donc, au Proche-Orient, il fallait un État d'Israël dans ses frontières de 1967 et un État palestinien souverain. On a laissé la force primer sur le droit. On a transformé Gaza en une prison à ciel ouvert pendant des années, pendant 15 ans au moins, avec un contrôle étroit de tout ce qui y rentrait. Maintenant, volontairement, des extrémistes fanatiques et religieux à la tête de ce lambeau de prison à ciel ouvert pour maintenir une domination. Tout ça a été voulu, tout ça a été calculé. Mais qui le dit? Alors, en le disant, vais-je être qualifié d'antisémite? Allons, loin de moi cette idée, au contraire. Je crois que les pires antisémites actuellement sont les gouvernants racistes, xénophobes, haineux et nationalistes de l'État d'Israël qui jettent sur le peuple génocidé l'opprobre d'un État génocideur. Alors je crois que le dire, c'est tout simplement faire preuve de vérité. Ce sont les faits. 45 000 femmes et enfants sont morts sous les bombes. Et toute bombe qui tombe sur un peuple sème quoi? Sème la haine. C'est des graines de haine qu'on est en train de semer là-bas. Et il faudrait que des hommes courageux, mais où sont-ils? C'est pas eux qui vont s'installer à Washington en janvier prochain, le comprennent et imposent la paix que la gauche israélienne avait voulu. Qui a assassiné Yitzhak Rabin? Un ultranationaliste, bien sûr. Mais sinon, il n'y aurait peut-être pas eu les événements dramatiques auxquels nous avons assisté et auxquels nous assistons. Parce que toute victime, quelle qu'elle soit, est une victime de trop. Et un meurtre est un meurtre, quel que soit l'homme. Il n'y a pas de peuple inférieur. Il n'y a pas de vie qui vaut 10 fois celle des autres. Toute vie est sacrée. Il y a ce conflit-là, où un fascisme se manifeste actuellement. Et puis, il y a évidemment le fascisme russe, avec ce dictateur qui assassine ses opposants, qui les emprisonne, qui instrumentalise la justice pour envoyer au goulag, sous des prétextes fiscaux ou autres, tous ceux qui le dérangent, et qui a violé la charte des Nations Unies en envahissant un pays voisin pour remettre en cause les frontières. Or, depuis 1945, les peuples de la Terre s'étaient dotés, pour prévenir les horreurs de la guerre, d'un droit international. Ce droit international interdit de régler par la force les conflits de frontières, de limites entre les États. La Russie a envahi l'Ukraine. L'Ukraine se défend très légitimement et la communauté mondiale
devrait, si elle n'était pas lâche, si elle n'était pas du syndrome de Munich de 1938, défendre l'Ukraine. Alors j'entends, et là je vais déplaire à ceux auxquels je plaisais tout à l'heure en parlant de Gaza, parce que moi ce qui est vrai pour Gaza est vrai pour Kiev, à la différence de certains, j'entends certains nous dire, d'une manière stupide, que M. Poutine a des bombes atomiques. Et alors? Et alors? Pensez-vous un seul instant qu'un dictateur, fût-il un dictateur fasciste, utilisera ces bombes atomiques parce qu'il veut envahir le pays voisin, alors que nul au monde n'envisage d'envahir son propre pays. Personne ne songe à aller envahir Moscou ou renverser le régime du tsar Poutine. Personne. Non. Le conflit porte sur quoi? Sur l'intégrité de l'Ukraine, et uniquement sur l'intégrité de l'Ukraine. Et l'intervention qui s'impose consiste juste à reconduire l'envahisseur à sa frontière, et rien d'autre. Et aucun fou, même fût-il fou, fanatique, n'utilisera la bombe atomique parce qu'on veut le ramener chez lui, étant acquis que personne ne va l'envahir et va porter atteinte à la souveraineté de son territoire. Donc ceux qui agitent les bombes atomiques de M. Poutine sont en fait des gens qui viscéralement sont contre les valeurs et les principes de la démocratie et qui trouvent un peu normal qu'il y ait des dictatures qui s'affranchissent du droit international. Le droit international revient à nous, Marc Bloch revient à nous pour rappeler aux hommes la vérité. Le droit international s'applique à tout le monde. Ne faisons pas ce qu'ont fait les intellectuels du XXe siècle, qui par fanatisme couvraient les crimes dans leur camp pour mieux salir le camp adverse. Tout crime est un crime. Il n'y a pas de bonne guerre. Il n'y a pas de bons assassinats. Et nous ne devons jamais nous déterminer par passion, par fanatisme, mais uniquement dans le souci de l'impartialité et de la vérité. La vie, c'est ce qui est sacré. Et tout fasciste qui porte atteinte à la vie et à la liberté d'autrui est un fasciste. Et il y a une agression israélienne actuellement contre le peuple palestinien, comme il y a une agression russe contre le peuple ukrainien. Alors vous voyez, en disant cela, je déplais aux uns, et je sais que je déplais aussi aux autres. Mais je sacrifie à la vérité. La vérité, ce sera toujours ce qui doit nous animer, vous voyez. On ne doit jamais s'en départir. Amis résistants, soyez résistants justement à la manière de Marc Bloch, c'est-à-dire en sachant que les faits ne doivent pas être dissous dans les convictions et dans les adhésions à telle ou telle idéologie. Je suis écologiste, mais si je dénonce certains faits, ce n'est pas parce que je suis écologiste, c'est parce que je suis tout simplement quelqu'un qui essaie de servir la probité. À bientôt.